Michael, merci de nous accorder quelques minutes aujourd'hui pour parler un petit peu de votre parcours et de votre actualité des semaines à venir. Si vous voulez bien, on va revenir un petit peu sur votre parcours pour que le public en sache un petit peu plus sur vous et aussi vous découvre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et de votre parcours qui est hors du commun, on peut le dire? Je suis né en Syrie, à Alep. J'ai eu une enfance mais vraiment très agréable, plein d'activités. J'étais un enfant super actif et du coup je faisais bien sûr le sport de combat que j'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi. Et plein d'activités à côté, que ce soit le basket avec mes potes, y aller au scout, jouer le piano. Donc j'ai eu pas mal des trucs. Plus de ça, à côté du scout, je faisais le fanfare, le tambour, les batteries. Donc j'étais très très occupé, on va dire. Que faisaient vos parents? Dans quel contexte familial vous avez grandi? Mon père, il travaillait dans la restauration, c'était un manager des gros restaurations en Syrie. Ma mère, c'était une femme de foyer, elle s'occupait de nous. C'est elle qui nous amenait aux activités, c'est elle qui cherchait ce que ses enfants doivent faire. Donc voilà. Vous dites elle s'occupait de nous, vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère qui a 3 ans moins que moi. S'appelle Georges. Lui aussi, il fait du MMA maintenant en amateur. Du coup, tout ce que je faisais, lui, il le faisait. Vous avez commencé les sports de combat très jeune. Vous pouvez nous détailler un petit peu par quoi vous avez commencé, à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi, ce qui est c'est pas du tout, ouais, c'est très très jeune, pas normal ici en France, mais c'était le choix de ma mère. Elle voulait elle voulait m'inscrire au sport de combat pour gagner confiance en moi, ne pas rencontrer des problèmes plus tard. Apprendre le respect, la discipline surtout savoir me défendre. Et 2 ans et demi, j'ai grandi dedans et quand j'ai commencé à comprendre les choses autour de moi, il y avait le sport de combat déjà était dans ma vie. Il y a une culture des sports de combat en Syrie? Pas du tout. La culture de sport de combat en Syrie est proche de zéro, mais il y avait quand même des clubs qui performaient, sont très 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 rares. J'en faisais partie des gens qui performaient et qui ramenaient les résultats en Syrie. Donc je dirais non. C'est très rare en tout cas. Vous avez 26 ans? J'ai 26 ans, oui. Ces jeunes années en Syrie, c'était avant la guerre? Comment c'était le contexte là-bas? Alors en fait, la guerre a commencé en 2010 en Syrie. Moi, j'ai quitté la Syrie en 2013. Donc, j'ai vécu quand même 3 ans de guerre là-bas. Et de ma naissance jusqu'à 2010, j'ai eu une vie qui était vraiment très agréable. J'étais bien entouré, on faisait tout ce qu'on voulait. Donc, il n'y avait pas vraiment des problèmes là-bas. Une fois 2010 a commencé, c'est là où ça commençait un peu à dégénérer en Syrie et il ne fallait pas trop rester là-bas. Surtout à partir de 2012, là où ça a pris vraiment le feu là-bas. Vous faisiez des compétitions de sport de combat déjà là-bas ou c'est en France que ça a commencé ou non? Vous aviez commencé là-bas? J'ai commencé les compétitions très très jeune, je pense à l'âge de 7 ans, 8 ans, oui, par le Kung Fu Wushu. Et à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai commencé les compétitions de Sanda. Donc j'ai fait pas mal des compétitions. J'ai même été champion du monde arabe en Kung Fu Wushu dans l'année 2008 et 2009. Et après, le Sanda, j'ai pas trop fait parce que fallait choisir. Soit je peux faire Sanda, soit je peux faire Wushu. Donc tout ce qui est entre guillemets international, je faisais Wushu et tout ce qui est local, je faisais du Sanda.
Pour éventuellement les gens qui connaissent pas trop les sports de combat, le sanda, c'est quoi comme type de sport de combat? Sanda, c'est pieds-poings et les amener en lutte. Voilà, tout simplement. Je peux pas être plus simple que ça, mais c'est exactement ça, les pieds-poings et les amener en lutte, les projections. Il y a une histoire qui est connue dans votre enfance, c'est une histoire de kidnapping. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Moi on m'en a parlé et je ne sais pas si vous voulez revenir dessus, mais c'est une histoire assez folle et incroyable. Oui. Quand même. Alors, c'est vrai, cette histoire, c'est passé fin 2011. J'étais en train de préparer mon brevet, sachant que le brevet en série, c'est pas si facile que ça qu'en France. Le brevet, c'est vraiment franchir vraiment une étape dans le domaine scolaire. Et moi, ce jour-là, j'étais au scout. Et nous, à chaque fois, quand on finit le scout avec mes amis, bah, on part ensemble. Et moi, juste après le scout, j'avais entraînement. Et sauf que ce jour-là, il y avait une réunion au scout. Et du coup, comme j'étais un peu plus gradé que mes amis, bah, c'est à moi de faire la réunion. Et du coup, mes amis, ils m'ont laissé, ils sont partis. Et ce jour-là, bah, je sors un peu plus tard que prévu. Je pars à mon entraînement. Et là, je passe dans un endroit et pas très, c'est très très calme. Il n'y a pas très de gens qui passent dans cet endroit-là. Et je marche sur le trottoir. Il y a une petite camionnette qui marche à côté de moi. Et une fois arrivé à l'auteur de la camionnette, et bah, il y a une personne derrière moi qui met sa main droite sur ma bouche et il commence à me tirer vers la camionnette. Et il y avait une personne devant moi, environ à 50 mètres, qui a commencé à courir vers moi. Et là, moi, je commence à résister. Et là, j'entends la personne, le conducteur, commence à dire accélérez, on ne veut pas se faire cramer, donc faites le plus vite possible. Moi, je commence à résister. Et là, à un moment, il change sa main et il commence à sortir un couteau de sa poche. Moi, quand j'ai vu le couteau, je dis pas de panique, essaye de garder ton calme et fais un truc. C'est soit ça se trouve que j'allais mourir, je sais pas, ils allaient faire quoi avec moi. Du coup, ce que je fais, je frappe 2-3 fois sur sa tête, il me lâche, et là, quand il m'a lâché, je tourne, je prends le couteau dans sa main et je plante dans sa jambe. Je plante le couteau dans sa jambe, et là, je pars en courant pour m'enfuir. Vous aviez quel âge? J'avais 13-14 ans. Et vous avez su, enfin, vous vous doutez, il y a eu une enquête, enfin, vous savez. Alors, des menaces, vous savez non, on ne sait pas. On ne sait même pas c'est quel parti, que ce soit le régime ou que ce soit contre le régime, ou que ce soit les voleurs, ou que ce soit des trafiquants d'organes et tout. Donc, on ne savait pas. On savait juste que ça m'arrivait un truc et heureusement, je me suis sauvé. Quel enseignement vous gardez par rapport peut-être à vous-même, ou est-ce que vous avez vécu de cet épisode, ça vous a appris quelque chose sur vous? Oui, j'ai appris que quand on est stressé et qu'on est sous panique, on peut courir très très vite. Non, en vrai, Parce qu'à votre âge, ce type de réaction-là, il est extraordinaire quand même, la lucidité que vous avez eue, le calme que vous avez eu quand même. Oui, je pense que c'est mon caractère, oui, sachant que j'ai toujours été confronté à des petits embrouilles, entre guillemets, parce que comme les gens disaient « Ah, il fait du sport de combat, on va le tester. » Donc c'était... En plus, j'avais une équipe, des amis qui n'étaient pas très très sages non plus. Donc, mais plus sérieusement, je pense, c'est l'entraînement, comme j'ai dit, mon caractère aussi. Je me laisse jamais faire sur le coup, je me suis dit, en fait, soit je propose un truc, soit je vais mourir. Donc, quand on est confronté à cette situation-là, je pense qu'on est prêt à tout faire pour sauver. Donc,
là, c'est bien passé pour moi et j'ai pu me sauver. Quand on a surmonté ce type de stress ou de moments, aller faire du sport dans une cage, finalement, on relativise un peu, non? C'est pas la même chose parce que entrer dans la cage, c'était mon choix. C'est moi qui ai choisi d'entrer dans la cage, c'est moi qui ai choisi de commencer le sport de combat malgré tout devant moi. Je sais que c'est un sport dangereux, je peux me blesser, je peux prendre des KO, je me faire péter un bras. Tout ça, j'étais conscient de ça et j'ai quand même choisi de le faire. Sauf que là, les gens qui ont essayé de m'enlever, en fait, c'est pas moi qui ai choisi. Du coup, c'est deux choses vraiment différentes. On ne peut pas comparer. Alors, il y a le départ de la Syrie et vous venez directement en France ou il y a le choix d'aller ailleurs? Comment ça se passe en fait? En fait, de base, mes parents avaient deux choix. Soit partir chez la meilleure amie de ma mère, ce qui est aux États-Unis, soit venir en France chez ma tante, qui est la sœur de ma mère. Et ma mère elle a dit vous allez partir chez ma sœur. Donc on est venu en France. En fait, on a quitté la Syrie en mi-janvier 2013. On a pris la route jusqu'à Liban parce que il y avait pas tous les ambassades, tous les consulats en Syrie ont fermé. Et du coup, et même les aéroports, je ne sais pas si je l'ai dit, les aéroports, tout ça, ils étaient fermés. Du coup, on était obligé de prendre le bus. Et là, on a fait un très, 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 très grand tour en bus parce qu'il fallait éviter pas mal des villes, des villages qui étaient en situation vraiment très, 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 très dangereuse parce qu'il y avait des bombardements, il y avait même Daesh, il y avait tout ça. Donc, le conducteur, il connaît, il a des contacts, il voit par où il doit passer. Et du coup, je pense que ça nous a pris énormément de temps. Je me demande pas si c'était pas plus de 24 heures carrément sur la route. Et Parce qu'il faut rappeler que la région d'Alep a été très 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 durement touchée. surtout à partir de l'été, on va dire début printemps de 2012. Oui, là ça a pris vraiment chaud. Il y avait des tanks juste à côté de chez moi qui tiraient. Fallait éviter les balles de snipe. Il y avait des routes où il fallait même pas traverser parce que un snipe, il allait t'avoir sûr et certain. Même tu voyais les chats morts partout parce que le snipe, il s'amusait en fait. Il s'amusait à tirer sur tout et n'importe quoi. Donc il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de vie sociale, il n'y avait plus rien. Là, c'était fini. Là, c'était fini. Je me rappelle, j'ai fait mon dernier examen de brevet. Et là, c'était. Et même y aller au centre d'examen, c'était super chaud aussi. Donc, oui, c'était. Il y avait plus de vie, sachant qu'il y avait pas mal des bombardements il y avait des meubles qui tombaient parce qu'il y avait des voitures remplies d'explosifs, remplies de bombes et en fait quelqu'un, je sais pas d'où, il s'est fait exploser et là il y avait pas mal, trop de morts, trop d'histoires comme ça. Malgré tout, il fallait finir cet examen et faire avec cette situation parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc vous avez pris la route et vous arrivez en France, vous installez où? Non, déjà sur la route, je me fais arrêter par Daesh. Enfin, c'est le bus qui se fait arrêter par Daesh. Et là, à cette période-là, faut savoir que les jeunes se cachaient. Tout ce qui est à partir de 14-15 ans, c'est jusqu'à, que tu étais jeune, en pleine forme. Pour pas être enrôlé en fait. Exact, parce que soit il y avait le service militaire à faire,
Soit les gens contre le régime, il allait te prendre et tu dois combattre avec eux. Soit le cas qui m'est arrivé, c'est que on était dans le bus, il y avait presque que des vieux dans le bus. Et, à cette période-là, il fallait donner les cartes d'identité au conducteur. Pourquoi? Comme ça, si tu te fais arrêter par le régime, par exemple, normalement, si tu n'as pas ton service militaire à faire, tu as ta carte d'identité. Mais si tu as été dans l'âge de faire le service militaire, en fait, tu dois soit prouver que non, moi, je suis étudiant et je peux ne pas le faire, mon service militaire, soit que tu es fils unique ou un truc comme ça. Et sinon, tu as une carte d'identité militaire. C'est que tu es en train de faire ton service militaire. Sauf que si tu as une carte d'identité service militaire et tu tombes contre, je sais pas, les Daesh ou les gens qui sont contre le régime, tu allais te faire tuer. Parce que pourquoi tu combats pour eux? Soit tu combats pour nous, soit on va te tuer. Et c'était le cas. Et du coup, comme il y avait les cartes d'identité, la personne qui nous a arrêtés de Daesh, en fait, il regardait et il est tombé sur ma carte d'identité comme j'étais un des plus jeunes là-bas dans le bus. Et il m'appelle. Du coup, je descends. Et là, je descends du bus et là, il y a quelqu'un avec lui commence à me donner l'armure, le gilet pare-balles avec des grenades, une arme. Et il me dit, et en même temps, leur chef, il me parlait, il me disait, écoute, soit tu as deux choix, soit tu combats pour nous, soit tu vas te faire tuer avec ta famille. Là, j'avais deux choix, donc je lui ai dit, écoute, je combats pour vous, mais laissez vivre ma famille. Et là, mon père, il regardait, sachant qu'il peut pas, genre, quand il m'a appelé, il dit non, il descend pas, parce que là, non, il va se faire tuer direct. Il peut pas. Sauf que là, quand il a vu la situation, il a un peu osé, parce que c'est pas qu'il a un peu osé, c'est mon père, mais il voulait voir si c'était que des questions à poser et j'allais remonter dans le bus ou pas. Mais quand il a vu qu'ils étaient en train de me donner des armes et tout ça, il est descendu, il a parlé avec leur chef, il a donné beaucoup d'argent pour qu'il me libère. Et avant de monter dans le bus, il a dit si on le revoit encore une fois, vous êtes tous morts. Et du coup, on arrive en Liban des heures après. Là, une fois on est arrivé en Liban, on a fait tous les papiers possibles pour demander le visa avec mon petit frère. Et on est arrivé en France avec mon petit frère le 13 février 2013, sans nos parents. Ah ouais, donc ils vous ont fait sortir en fait. C'est ça. Ils nous ont carrément, je me rappelle, on a fait les demandes de visa, je pense 2 semaines après. On a eu une réponse. On est parti à l'ambassade. On ne sait pas si c'est une réponse négative ou positive parce que en fait, tu donnes les passeports et au début de l'entretien pour savoir si soit ils disent OK, hop, visa, soit le tampon non. Donc on prend les enveloppes, je me rappelle très bien, et c'est moi qui ouvre le passeport, boum, il y a le visa. Et là, on était vraiment très 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 contents qu'enfin on va se sauver. À la fois, j'étais content, mais aussi super triste parce que je sais que je vais me séparer de mes parents et je ne sais pas si je les revois encore une fois. On sait pas si, sachant qu'ils ont la route à faire en Syrie. Du coup, peut-être soit ils vont se faire tirer dessus, soit ils vont se faire kidnapper, soit voilà.
soit même en Syrie, ils vont recevoir une bombe, je sais pas. Et, mais j'ai dit, je crois très fort que je vais les revoir. C'est tout. Et du coup, le jour même, nous, on a ouvert les passeports, on a vu qu'on a le visa le matin. Toi, le matin, je pense 9h, 10h, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et mon père a tout fait. Il a acheté les billets et on est parti le soir même. Je me rappelle très très bien, on est arrivé à Paris vers 3h, 4h du matin. Ah oui. Oui. Et vers 8h, j'ai ouvert mon tout premier livre en français pour apprendre la langue. Alors, et l'apprentissage et l'adaptation en France, comment ça a été? Comment ça s'est fait? Les sports de combat ont aidé d'ailleurs à vous intégrer? Ah oui, bien sûr, le sport de combat m'a beaucoup aidé à m'intégrer, beaucoup, beaucoup. En fait, de base, j'avais le moment où je suis monté dans l'avion, j'ai dit, je savais que ça allait être dur. Je savais qu'il y avait la langue, culture, tout nouveau pour moi. Donc, mais j'étais prêt à tout affronter. Je savais que j'allais bien réussir ma vie. Je dis c'est soit affronter les difficultés et bien construire sa vie, et ben, soit choisir la facilité et mourir ou devenir personne. De toute façon, en Syrie, j'avais plus de vie. Et du coup, je pense qu'arriver en France, ça m'a donné une deuxième chance pour construire ma vie. Le MMA dans tout ça, ça arrive quand? Et bah, c'est marrant parce que le MMA arrive super vite. Super vite. J'avais déjà découvert quand j'étais en Syrie, vite fait, sachant que là-bas, il n'y avait pas trop d'électricité. Du coup, je pense qu'on avait, dans la journée, on avait 2 heures d'électricité et encore, des fois, on restait plusieurs jours sans électricité. Donc, quand j'avais un peu d'électricité, et bah, je me connectais sur Internet, je regardais les combats, les petits trucs sur YouTube et tout. C'était l'UFC déjà? Il y avait Strike Force, il y avait UFC, il y avait des petits trucs comme ça. Donc, je regardais tout en vrai. Et ça m'a déjà intéressé. Une fois arrivé en France, et bah, je pense que c'est avant même chercher l'école et tout, j'étais en train de chercher des clubs et tout. Et bah là, la grande surprise, c'est que quand j'étais en train de chercher, j'ai compris qu'il y avait tout en français. Du coup, il fallait le traduire et aller sur Google Traduction, traduire, comprendre. Et là, j'ai compris que mince, le MMA est illégal en France. Comment faire maintenant? Je dis, mais non, pas après tout ça. Et du coup, après, en cherchant un peu plus, j'ai compris que le MMA en compétition est illégal, mais par contre, Il y avait des formes de pratique voilà, autorisées. en pratique, c'est légal. Je dis, ah ok, c'est bon, très bien. Et j'ai compris aussi que, parce qu'à l'époque, la première personne que j'ai regardée, il était à l'UFC français, bah, c'était Cyril Diabaté. Et du coup, bah, j'ai cherché autour de moi, j'ai vu qu'il y avait un club de judo à Créteil. Parce que moi, je suis arrivé directement à Créteil et bah, je suis parti parler avec l'entraîneur. Je ne sais pas comment il m'a parlé, il m'a compris parce que c'était un mot en français, 10 en anglais, bref, on arrive à se comprendre et c'était mon tout premier coach de MMA, c'est Frédéric Barrington. Et grâce à lui, eh ben, il m'a amené à l'old school. Parce que quand j'ai su quand j'ai su que oui, je veux y aller à l'UFC et faire partie des grands et pour que une fois je serai plus sur cette terre et je meurs, bah, mon nom restera à jamais. Il m'a dit clairement, il m'a dit déjà avant de faire un athlète de toi, je veux faire un homme. Et moi, je ne peux pas t'amener là. Mais par contre, je peux t'amener là où une personne peut t'amener là où tu as envie. Et c'est comme ça qu'il m'a amené à l'old school. Parce que Gaëtan Hurtel, mon coach maintenant, il fait partie de un de ses meilleurs amis. C'est comme ça, j'ai fait
mon arrivée à l'Old School Academy. Par exemple, vous me disiez qu'en Syrie, vous étiez souvent un petit peu dans la bagarre ou dans les embrouilles. C'était pareil en France ou pas? Pas du tout. En France, c'était pas du tout ça. C'était cool parce que le sport de combat, et ben, c'était ah, tu fais le sport de combat, ah, mais cool. C'était pas du tout la même chose que là-bas. C'était valorisant d'ailleurs? Oui. Oui, 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 très valorisant d'être sportif, oui. C'est là où j'ai su que la Syrie n'était pas un pays pour moi, mais la France, c'est un pays pour moi. C'est quand j'ai vu la mentalité des gens ici, le valeur qu'ils donnent au sport de combat, j'ai dit, je suis dans mon pays. Et ça, je l'ai su vite en vrai. Vraiment très très vite. Et, euh, et voilà, même à l'école, mes profs, j'ai toujours parlé que je vais aller à l'UFC, je vais aller à l'UFC. Ils m'ont dit, ok, mais continue tes études, faut pas arrêter, continue tes études. Surtout ma prof Anaïs Montenegro, c'est elle qui s'occupait des classes d'accueil. Ouais. Parce qu'il y avait une classe d'étrangères et bah, du coup, c'était ma prof de français. Et jusqu'à maintenant, je suis en contact avec elle d'ailleurs. On a l'impression que c'est quelqu'un d'important, ouais. Très, très important. De toute façon, il y a 3 personnes ici en France qui sont très, très, très importantes pour moi. C'est bah, Madame Montenegro, Anaïs Montenegro, Frédéric Barrington et Gaëtan Hurtel, bien sûr. Eh ben, parlons un petit peu de Gaëtan Hurtel. Comment se fait la rencontre? Bah, il se fait la rencontre. Bah, Frédéric Barrington, il m'amène à un cours de MMA de Gaëtan Hurtel. Et j'arrive, bah, je fais le cours comme tout le monde. C'est du MMA ou du pancrace? Comment ça s'appelle d'ailleurs à ce moment-là? MMA? Ouais, on faisait du MMA, sauf que les compétitions, c'était du pancrace. Et bah, je fais le cours et tout. Et à la fin, bah, je parle un peu plus avec Gaëtan, je commence à lui dire de mes objectifs, je commence à lui dire de ce que tu me demandes de faire 10 pompes, je vais te faire 1000 pompes. À chaque fois tu me dis de faire un truc, je vais te donner plus. Et je le suppliais, s'il te plaît, si tu peux m'accompagner. Pour moi, je me voyais déjà à l'UFC. Hein. Ah, je me voyais déjà battre les gens. J'étais con, ouais. Mais je me voyais déjà. Il m'a dit, écoute, calme-toi et commence par t'entraîner déjà. Et il m'a répété la même phrase que Frédéric Barrington me l'a dit. Il m'a dit, écoute, avant de faire un athlète de toi, je veux faire un homme. Bah, quand il m'a dit cette phrase, j'ai su directement que je peux le faire confiance aveugle. Et c'est ce que j'ai fait dès le début. Même si je l'ai saoulé pendant je ne sais pas combien de temps, le pauvre, il finissait le cours à 21h30, il restait avec moi jusqu'à 22h30 parce que je lui posais que des questions. Ah mais c'était chiant. Hein. Ah, j'étais chiant. Des élèves comme vous, il n'a pas dû en avoir beaucoup. Vous étiez un peu différent, à part, à toujours vouloir faire plus. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Lui demander. Il y a que, voilà, tu demanderas à Gaëtan. Mais ouais, tu demandes à moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais pour moi, je peux te dire que j'ai jamais eu qu'un coach comme Gaëtan, quoi. Et je ne vais jamais avoir parce qu'il restera avec moi jusqu'à arracher la ceinture de l'UFC, sûr et certain. Donc, alors, c'est pas votre père, mais c'est une forme de ouais, père sportif. moi, je le considère ou vraiment spirituel. parce que quand j'y vais mal, c'est lui que je l'appelle. Quand je suis content et j'ai une bonne nouvelle, c'est lui que j'appelle. Ouais, c'est Gaëtan, c'est mon papa, quoi. Quand j'ai su que ma femme était enceinte, j'ai dit à Gaëtan avant de dire à mes parents. Donc, voilà. Parlons de votre parcours, les débuts pro. Dans quel orga vous commencez? Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. C'était quand? Alors, après que j'ai saoulé Gaëtan pendant des années, j'ai fait mon tout premier combat pro le 8 avril 2017 au 100% Fight à Japi. J'ai fait la majorité de mes combats au 100% Fight.
Hatch, il m'a bien aidé à construire ma carrière. Je serai toujours reconnaissant envers lui. Oui, Stéphane Hatch Chauffourier, qui est Exact. notamment derrière Saladin Parnasse et Voilà, d'autres combattants qu'on suit également. exact. Et Donc c'est dans du son coup, organisation que vous avez j'ai démarré. combattu là-bas, mon tout premier combat. Et anecdote là-dessus, j'arrive le jour de combat et je lui ai dit ça durera pas plus de 1 round. Il me dit ah tu sais il y a tellement de gens ils m'en disent. Je lui ai dit non 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 non. Il y a trop de gens et il y a Al Jarouj et je suis pas comme les autres. Il me dit ah bon bah ok on verra bah je te le souhaite. Je lui dis non 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 c'est pas que tu me le souhaites c'est ce qui va se passer. Et bah boum premier round clé de bras et à la fin je lui dis je te l'avais dit. Et du coup, il m'a dit c'est vrai. Et du coup, à partir de là, on a créé une relation avec Hatch. Et j'ai recombattu sur une autre carte qui est 2 mois après. C'était en mai. Ouais, en mai. Je ne me rappelle plus la date. Et ça m'énerve quand je ne me rappelle pas les dates de mes J'ai combats. l'impression que c'est important les dates. À Ah chaque ouais, fois, vous c'est connaissez très par cœur. important, Ouais. oui. Mais il me semble que c'est le 20 mai. C'était le 20 mai et c'était contre Ulrich Akbessi. Où je mets Jujika Dame, j'ai gagné la soumission de l'année 2017 là-dessus. J'ai fait une sorte de Jujika Dame où moi je ne l'ai jamais vu. Jamais vu quelqu'un d'autre qui le fait comme moi. Donc, et là où Hatch, on le voit bien sur l'écran, il dit comme ça. Et ça l'a bien fait kiffer. Et à partir de là, j'ai enchaîné plusieurs combats, ouais, beaucoup de combats au 100% fight. Il m'a mis sur le tournoi de Contenders. J'ai gagné la ceinture des Contenders. Après, malheureusement, j'ai eu une défaite dans le premier tournoi pour la ceinture de 57 au 100% fight. J'ai perdu par KO au premier round face à Kangishev. Et ce jour-là, c'était Zuber Boarsa qui a gagné la ceinture de 100% fight. Je refais ma route au 100% fight pour y aller chercher la ceinture. Je fais 2 combats, 2 victoires, et, il me semble. Et je sais que j'ai fait des victoires. Et boum, le 3e combat, c'était pour la ceinture. C'était le 29 juin 2019. C'était face à Kangishev, sauf que lui, il se blesse. Je voulais prendre ma revanche. Et il me trouve un autre adversaire. Je gagne au 2e round par Kimura. Et là, on me voit glisser sous les cordes, arracher la ceinture. Ah oui, et même avant, quand j'arrive à Japi, je dis je garde-le au chaud, je vais revenir avec. Et il m'a dit, tu m'as dit ça la dernière fois. Je lui ai dit oui, mais là, je vais revenir avec. Et il me dit, ouais, j'en suis sûr et certain. Et parce qu'il me connaissait maintenant. Et du coup, boum, j'ai gagné, j'ai arraché la ceinture. Et après, je défends ma ceinture en décembre face à Kangishev où je prends ma revanche. Et ça, c'était mon dernier combat au 100% fight. Vous avez toujours combattu en moins de 57 ou vous avez dû Alors, mon descendre? tout premier combat, c'était au 66. Ouais. Après, je suis descendu à 61, okay. Sauf que comme à chaque fois, j'arrivais, sachant que je ne cutais pas à 61, j'ai jamais cuté à 61, je descendais trop bas carrément. Du coup, Gaëtan, il m'a dit, je pense que tu es plus un 57 qu'un 61, mais tu es jeune, fais tes combats à 61 pour le moment. Et après, quand l'opportunité s'est présentée pour la ceinture des 57, eh ben, on a cuté. On n'a pas coté beaucoup. Et après, voilà, c'est enchaîné à 57. Je reviens juste sur votre toute première défaite. Vous avez ressenti quoi ce jour-là? C'était dur comme défaite parce que si c'était le même règlement qu'aujourd'hui, j'allais gagner le combat. Parce que maintenant, les règles, c'est ce qui frappe le plus, ce qui fait des dommages le plus. Même si je suis sur le dos et je frappe, c'est moi qui marque. Du coup, le combat s'est passé au sol. À chaque fois, il m'amenait, il me contrôlait au sol.
et je bougeais pas. J'avais trop de lacunes là-dessus. Et sauf que debout, c'était vraiment des gros coups. C'est moi qui envoyais des gros coups. Mais bon, je me faisais avoir toujours sur les amener. Et je l'ai vécu, cette défaite, c'était très dur pour moi. Je me voyais invincible et tout, genre je me voyais pas perdre. Et je suis content que c'est arrivé parce que ça m'a permis d'apprendre que, écoute, tout le monde peut perdre. Ok, mais maintenant, pour faire la différence avec les autres, faut montrer comment rebondir après une défaite. Il y a trop de combattants après une défaite, et ils coulent, ils n'arrivent plus à se relever. Et je voulais surtout pas être comme les autres. Surtout pas. Je sais que je suis différent, je continue à le croire, que je suis pas comme les autres, je suis unique, donc fallait faire quelque chose. Et c'est là où je me rappelle, je pleurais beaucoup. Et Gaëtan, il m'a dit, écoute, juste fais-moi confiance comme tu le fais, arrête de pleurer et tu vas voir, tu vas rebondir plus vite que tu crois. Et c'était en juillet, c'était le 1er juillet ma défaite. Après, j'ai combattu pour la ceinture des Contenders en octobre, le 21. Tu as vu les dates? Et je gagne la ceinture, c'était 2 combats dans la soirée. Ah oui. Oui, c'était 2 combats dans la soirée et je gagne la ceinture. Ensuite, vous avez fait votre bonhomme de chemin, on va dire, sur les orgas français. 100% Fight, combien de ceintures vous avez collecté au total? Au 100% Fight? Et puis après, on fera le total, mais Ouais. 3 au 100% Fight? 3 au 100% Fight, les Contenders c'est 61. Ma ceinture que j'ai gagnée 29 juin, pour ma ceinture de 100% Fight, le 57. Et après, je l'ai défendue. Donc, 3 ceintures 100% Fight. Et vous êtes allé dans d'autres organisations par la Je suite? suis allé au MMA GP, Ouais. oui, que j'ai gagné la ceinture face à Zuber Borsa. C'était quand même une revanche pour moi parce que comme c'est lui qui a gagné la ceinture de 100% Fight, fallait démolir l'adversaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'était 5 rounds de sang et de domination de A à Z. Je l'ai redéfendu après la ceinture de MMA GP. Et en même temps, c'était une collab entre 2 orgas, Jungle Strike et MMA GP. Et j'ai combattu aussi pour la ceinture de Jungle Strike. Et là, anecdote sur ce combat-là. Le cutting se passe mal. Les médecins, ils étaient très en retard. Du coup, je reste trop longtemps déshydraté. Très longtemps déshydraté. Du coup, ça jouait dans ma faveur. Défaveur, pardon. Et arrivé le jour de combat, la batch glissait beaucoup. Et au bout de 2 minutes de combat, je me fais le ménisque. Sachant que j'avais 5 rounds à faire. Et du coup, je reste 23 minutes sur un genou. Et une douleur atroce, j'arrivais pas trop à boxer, Fallait juste, le seul truc que je pouvais faire, c'est serrer sur les dents, y aller coller en lutte et le smasher au sol et marquer mes points au sol. Et je défends ma ceinture avec une domination quand même de GP. Je gagne la ceinture de Jungle Strike. Il y a une performance dont vous êtes très fier? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est une autre? Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus Alors ça dépend, que chaque les autres, dont vous êtes performance fier? qui est différente que les autres. Mais ma dernière performance que j'ai fait à l'Hexagone était quand même incroyable parce que comme je l'ai dit que j'allais le finir et c'est comme ça que j'ai arraché cette ceinture, l'Hexagone. Donc je suis très fier. C'est une organisation pour moi la plus prestigieuse là maintenant en France. Et j'avais une opportunité de fou, fallait pas le louper. Et on a accepté le combat et
Et je l'ai dit dans tous les interviews que j'allais finir mon adversaire. Et là, je sors un enchaînement à la Mortal Kombat, quand on dit finish him. Bam. Et là, je sors tout. Il y avait des coups de coude retournés, genoux sautés, ground and pound mais vraiment menaçant de fou et sauvage, comme on va dire. Et je gagne mon combat au deuxième round. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de votre style, mais si vous deviez vous décrire, vous êtes quel type de combattant? Complet. Tu veux lutter, je vais te dominer en lutte. Tu es allé au sol, je vais fermer tous tes enchaînements et c'est moi qui va te soumettre. Ou pas te soumettre, mais tu vas prendre trop de coups. Et en striking, maintenant vous connaissez ce que j'ai dans les mains. Donc je peux finir, je peux faire très très mal. Je tape très très fort pour un 57. Pour les gens qui tournent avec moi, ils savent très très bien que je tape très très fort. Et encore plus mes adversaires parce que ils ont bien goûté à ça. Ça vous plaît? Vous avez un goût pour cette violence-là, je veux dire, dans le sport, le fait de dominer comme ça, vous avez une adrénaline, il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans? Alors, tout le monde parle d'adrénaline, mais moi, je n'ai pas cette adrénaline qui monte avant les combats. Je suis vraiment un assassin qui a le sang froid. Vraiment, quand j'entre dans la cage, j'ai le sang froid, je peux tuer sans rien m'arriver. Il n'y a rien qui bouge en moi. Je n'ai pas d'émotion dans la cage. Je sais que c'est un travail, je dois le faire et je dois le faire bien comme il faut. Et après, une fois on est sorti de la cage, c'est là où les émotions peuvent prendre le dessus. Mais ce qui me plaît à ça, c'est un sport qui n'est pas comme les autres. Être dominant, c'est un truc que je kiffe beaucoup. Et ce que je kiffe le plus, c'est exécuter et trouver les failles chez mon adversaire. Et une fois trouvé, l'exécuter vite et bien comme il faut. Oui, parce qu'il y a évidemment un jeu tactique. Sûr, c'est sûr. Nous, mon dernier combat, les gens, ils voient ça comme un coup de chance et après tout ce qui s'est passé, et parce que je l'ai touché à ce moment-là, mais je voulais pas. On appelle ça un lucky punch. C'était pas du tout un lucky punch parce que si on voit au premier round, à un moment, je le mets une jambe au corps et pour défendre la jambe, en fait, il baisse les deux bras pour attraper la jambe. Et ça m'a interpellé directement. Et j'ai dit, il y a un truc à faire à partir de là. Et même si je touchais fort là-haut, j'ai dit, je pense là-dessus, je peux le piéger et le faire mal. Et à un moment, dans le deuxième round, je mets ma jambe avant et on le voit bien qu'il baisse les deux bras pour attraper ma jambe. Il attrape ma jambe, je pivote et je mets un crochet de bras arrière. Et là, il était sonné. Et là, comme un chasseur qui part à la chasse, je sais que la bête est blessée. Il faut attendre le bon moment pour bien tirer et bien le descendre. Et là, c'était l'enchaînement que j'ai sorti. Coup de coude retourné, crochet, genou sauté. Et là, les ground and pound forts. Vous avez parlé d'Hexagone MMA, qui est une organisation qui est parfaite pour briller là sur le plan national. Mais là, depuis le début, vous évoquez l'étape d'après. Donc, ça sera quand, comment? Racontez-nous. C'est quoi pour vous la suite? La suite. Alors, la suite. Dans l'idéal. Dans l'idéal, après que j'ai tout gagné en France, j'ai dominé la KT de le plus bas jusqu'à le plus haut. Je suis le numéro 1 en France dans ma catégorie. Donc, quoi de mieux représenter la France, sachant qu'il n'y a pas de représentant français à l'UFC dans cette catégorie. Et ma place est largement légitime en France. Donc,
ce que j'aimerais et j'y crois fort que d'être sur la carte de l'UFC Paris et représenter les couleurs de la France dans cette prestigieuse organisation. Parce que je sais que j'ai le niveau pour faire très très mal et même ramener la ceinture de l'UFC et la rajouter à ma collection des ceintures dès le début de ma carrière. Donc dans l'idéal, c'est ça. Et si ça marche pas, et je suis à ma place à l'Hexagone tant qu'un champion. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est signer à l'UFC et faire mal à la KT et raser la KT comme j'ai fait en France. C'est tout ce que je peux dire sur ça. On voit différentes stratégies chez les combattants français, notamment sur les choix de carrière. Il y a ceux qui se disent « je suis jeune ». C'est pas facile de vivre du combat en France. J'essaye de banquer tant que je peux, peut-être dans des organisations moins prestigieuses, mais au moins de me mettre à l'abri et puis viser l'UFC après. Ou d'autres qui disent « non, l'UFC c'est trop gros, c'est trop important, même si je rentre avec des contrats qui sont pas mirobolants, je fais le pari d'y arriver et de monter là-bas ». Ça serait quelle tendance, quel chemin vous... Je vais te dire, un jour Gaëtan m'a posé une question et on était en Suisse, je me rappelle très bien. Il m'a dit, en fait, Michael, si tu as le choix entre vivre riche, ok, et personne ne se rappelle de toi, ou pauvre, mais tout le monde se rappelle de ton nom, quel choix tu vas choisir? Et je lui ai dit, je vais choisir vivre pauvre, mais quand je meurs et tout le monde se rappelle de mon nom, que je sois référence dans le sport. Maintenant, quand on parle de basket, on va sortir Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, etc. Moi, c'est vraiment mon objectif de faire ça et plus tard, quand je meurs, quand ils vont parler du MMA, ils vont sortir mon nom juste après. D'où ça vous vient, ça? Depuis le début, vous nous le dites, c'est-à-dire c'est vraiment ancré en vous? Dès le début, c'était dans ma tête. Parce que j'ai toujours dit, comment moi je vois les choses, il ne faut jamais courir derrière l'argent, il faut courir derrière son nom, et le nom va ramener l'argent. Je sais que je ne serai pas pauvre, parce que le fait que je m'occupe beaucoup trop de mon nom et mon image et tout ça, ça va me ramener de l'argent plus tard, ça c'est sûr et certain. Mais mon objectif principal, ça n'a jamais été l'argent, et c'était briller et faire rappeler les gens de mon nom. Quand plus tard, quand je le répète, dès qu'ils disent le MMA, ils disent Al Jarouche derrière. Je jette un petit coup d'œil au top de la catégorie à l'UFC. Je me trompe pas, c'est bien Moreno, Pantoja, etc. Hein. On est là, on est sur ce type de champion. Pour vous, c'est la lune, ces combattants-là, ou c'est possible? C'est possible, un jour. Ouais. Non, c'est possible. Pas tout de suite, mais c'est très très possible, oui. Et dans pas très longtemps non plus. C'est pas des combats qui vous font peur? Il n'y a pas un combat qui me fait peur. Il n'y a pas vraiment un combat qui me fait peur, et on le voit sur mon palmarès. J'ai jamais affronté les mecs qui sont pas forts. On n'a jamais dit non à l'old school. C'est un défaut chez nous. Maintenant, on l'a appris, mais on n'a jamais dit non à un combat. Vous auriez dû? Je pense. Ouais. Pour certains combats, oui. Mais je suis content qu'on a dit oui à ces combats, et je suis content, pas du tout, parce que s'il n'y avait pas ces défaites-là, j'allais pas être l'athlète et l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de mes défaites. Il y a une expression en anglais qui dit The valley stone will teach you lessons, the top of mountains won't. En gros, les cailloux qui sont dans bas de vallée, ils vont t'apprendre des leçons que les sommets de la montagne vont jamais t'apprendre. Et c'est complètement vrai. Donc, je
je suis content d'avoir ces défaites et si je vais avoir plus tard, et bah, je vais encore rebondir encore plus fort qu'avant. Et voilà. Je regarde encore la division de l'UFC. Il y a un combattant ou plusieurs en particulier dont vous aimez le style et vous vous dites ouais, ça serait un beau combat face à lui, ça pourrait être. Il y en a un en particulier vous aimeriez Alors il y a deux combattants, Moreno Ouais. et Amir Albazi ou Albizi. J'ai oublié son nom de famille exact. Albazi, oui, c'est ça. Albazi. Oui, voilà. Alors pourquoi, Et, pourquoi eux Moreno, c'est quelqu'un qui aime bien échanger, il prend même beaucoup trop de coups. Et complet et un peu galère à le prendre, mais je sais qu'avec ce que j'ai et ce que je suis capable de faire, je sais que je peux le déjouer. Et Albazi, parce qu'il est trop agressif, il veut juste chercher à te coller, te faire tomber, combat, il aime bien la lutte, il aime bien sa puissance physique qu'il a par rapport à la KT. Et j'aimerais bien lui montrer que physiquement dans la KT, que je vais faire très très mal. J'ai regardé les stats de la catégorie, il n'y a pas beaucoup qui montent, qui font des rebonds de 10 kilos. Hein. Le seul qui fait un rebond de presque 12 kilos, c'est Perez. Les autres, ils font pas des rebonds de fou et ils n'ont pas cette puissance de corps à corps, des trucs comme ça. Et moi, je sais que je l'ai. Vous êtes un gros moins de 57. Oui. Un gros entre guillemets. Un gros, oui. Le jour de combat, je suis à 67 kilos. 65, 66,5, 67 kilos, oui. Et physiquement, je fais les perfs sur, je sais pas moi, sur les haltérophilie, dans les prépas et tout, je fais les perfs même mieux que les gens qui sont plus lourds que moi. Et je sais que j'ai cette puissance où les autres n'ont pas. Et le mental que jamais un dans la KT peut le tester. Vous pourriez être le premier Français de la catégorie à l'UFC. Bon, il y en a un autre de Français qu'on suit aussi qui s'appelle Nicolas Leblond. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que voilà, vous échangez? Je sais pas. Quelles sont vos relations? Alors, Qui est au Cage Warrior, hein, je il précise. est oui. Nicolas Leblanc, oui, je le connais très bien. On a mis les gants ensemble il y a très très longtemps, en 2019. C'était exactement pour la date, c'était en août 2019. On a fait un compte d'entraînement ici en France, on bougeait partout. Donc on est parti dans la salle, on a mis les gants ensemble. C'est quelqu'un que ouais, j'apprécie, il est gentil comme mec, il est vraiment gentil. Et il est au Cage Warrior, là il combat d'ailleurs le 20 juillet, dans 2 semaines, pour la ceinture de Cage Warrior. Et s'il va signer, je serai content pour lui, mais je pense que ma place est largement plus légitime que lui parce que je suis devant lui dans le classement. 1, 2, j'ai tout rafale en France. En France, j'ai tout pris. J'ai dominé la KT de A à Z. Au pire des cas, s'il va signer, pourquoi pas, on signe tous les deux soit s'affronter là-bas, soit on est tous les deux à l'UFC, chacun prend un adversaire. Et je pense que le scénario, c'est le mieux possible pour que comme ça, toute la France, et pas pour un combattant, mais 2 combattants. Et quoi de mieux aussi que 2 Français représentent la KT. Mais s'il y avait un entre nous deux qui doit passer, je pense que je suis plus légitime que lui. Lui, il a fait le choix d'aller dans une orga européenne, enfin on va dire continentale, qui est un gros tremplin pour l'UFC, le Cage Warrior. Ils en ont envoyé énormément, des dizaines de combattants. Est-ce qu'à l'avenir, si jamais l'UFC s'attarde un peu, ça serait une étape que vous pourriez faire aussi? Allez-vous tester sur une orga européenne où vous n'avez pas d'intérêt? J'ai pas besoin de faire ça. Si jamais c'est pas l'UFC, à l'Hexagone peuvent très bien me ramener les mecs super forts pour que, encore une fois, je les domine et ils rentrent chez eux avec la défaite. Donc c'est pas un problème pour moi.
Je suis très bien à l'Hexagone. Je sais ils ont tout ce qu'il faut pour faire des grands champions et les amener au plus haut niveau. Donc non, j'ai pas besoin de faire ça. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, dans l'immédiat? Et bah, souhaitez-moi le courage et donnez-moi la force. Suivez-moi sur Insta, faites exploser mon compte, donc, parce que ça compte pour l'UFC. Ça compte pour l'UFC énormément. Il n'y a pas que le style, il n'y a pas que le palmarès qui compte pour l'UFC. Il y a aussi si c'est un vendeur ou pas, il est suivi ou pas. Donc, donnez-moi la force et en plus de tout ça, moi j'ai tous les cases possibles pour l'UFC. Je parle super bien anglais. J'ai que des gros finitions sur mon palmarès. Je suis vendeur, spectaculaire Allez, si Dana White regarde. et des gros bras. Donc oui, soutenez-moi, donnez-moi la force et c'est très gentil de votre part. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. À très vite, merci. Très très bien. Merci.